Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de l'ASFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le Dr Fanny Boone, anesthésiste réanimatrice, maître de conférence travaillant en réanimation polyvalente à Toulouse et membre du comité réanimation de l'ASFAR, pour nous parler des traumatismes fermés du thorax. Merci Fanny d'avoir accepté ce sujet. Tout d'abord, quelles sont les principales lésions retrouvées dans un traumatisme fermé thoracique ? Merci Léa. Les principales lésions traumatiques des patients traumatisés fermés du thorax sont les fractures costales. Elles concernent environ 50 à 70% des patients et beaucoup moins finalement les fractures du sternum. On retrouve derrière les contusions pulmonaires qui concernent un gros quart des patients que l'on va prendre en charge dans nos déchocages de trauma center. Les hémopneumothorax, c'est environ 20%. Les contusions myocardiques ne sont pas si rares, selon la définition, mais 10-15%. Et les ruptures diaphragmatiques, tout comme les volets costaux, concernent à peu près 5% des patients. Il reste des lésions un petit peu plus anecdotiques, mais qui sont piégeuses et que l'on ne doit pas louper. En particulier les lésions aortiques et les gros vaisseaux, ou les lésions, par exemple, trachéobronchiques. Quand ceux-ci surviennent, quel est le rôle des réseaux de soins dans la prise en charge, notamment initiale, d'un patient traumatisé du thorax ? Alors, le rôle des réseaux et de l'organisation des soins pour la prise en charge des traumatisés graves en réseau est primordial. On citera par exemple le Traîneau, le réseau autour de Grenoble, le réseau Oxytrauma d'Occitanie ou bien le Tréau, le Tribu par exemple, pour ne citer qu'eux. Mais ils ont un rôle primordial dans l'enseignement, la formation et la gradation, de même que l'orientation des traumatisés graves. Le but de ces réseaux est d'établir dans chaque région concernée une gradation des traumatisés graves de manière à pouvoir rapidement identifier ceux qui vont nécessiter une prise en charge vers un plateau technique spécialisé tel que les trauma centers de niveau 1. On peut citer par exemple l'exemple du réseau Oxytrauma qui, pour ce qui concerne les traumatisés du thorax, requiert l'adressage de ces grades A vers le trauma center de niveau 1 lorsque les patients présentent des déformations thoraciques majeures, des écrasements ou des volets cliniques ou bien de l'emphysème sous-cutané extensif. De la même manière, lorsqu'on a un épanchement significatif mis en évidence à la fast écho, il est tel que hémopéricarde ou hémothorax, on parle d'épanchement majeur et significatif chez les patients les plus graves et les plus instables, on préconise l'adressage vers les trauma centers de niveau 1. Merci. En traumatologie, il existe le concept de mort évitable. Pourrais-tu nous l'expliquer ? C'est un concept qui est majeur, la mort évitable, parce que ça permet de refaire le point sur la manière dont on a pris en charge nos patients et en particulier les arrêts cardiaques traumatiques qui peuvent être imputables à des négligences de notre part ou à des erreurs diagnostiques ou thérapeutiques qui, si on les avait évitées, auraient permis une meilleure survie de nos patients. On parle en particulier de la prise en charge de chocs hémorragiques qui n'ont pas pu être optimales, de pneumothorax compressifs qui n'ont pas été vus ou exsufflés ou qui n'ont pas une thoracostomie en cas d'arrêt cardiaque par exemple, de lésions hypoxémiques qui ont été sous-évaluées ou bien encore de la présence de tamponnades péricardiques qui auraient nécessité un adressage vers un centre expert pour prise en charge d'une plaie cardiaque en urgence. Ce sont des lésions qui sont donc potentiellement mortelles à ne pas négliger et à savoir traiter immédiatement. Alors, quand il y a un trauma thoracique, quelle prise en charge proposer à l'admission ? Et puis, tu as commencé à nous parler des pièges. Quels pièges doit-on connaître pour tâcher de ne pas les oublier ? Une fois que le patient est adressé, qu'il a été bien trié, orienté, gradé, orienté, la prise en charge, elle se déroule en 3 volets. Une prise en charge diagnostique avec un bilan lésionnel complet, et tout en cherchant les pièges à éviter. Une prise en charge thérapeutique urgente qui nécessite la réalisation de bons gestes au bon moment pour éviter justement ce concept de mort évitable. Et une prise en charge de l'hypoventilation alvéolaire en prenant en charge en particulier l'analgésie et la ventilation. Pour ce qui est des lésions à ne pas méconnaître, je citerai les lésions des gros vaisseaux et en particulier les dissections, les ruptures d'isthme aortique qui peuvent se voir parfois sur la radio de thorax initiale avec un élargissement du médiastin qu'on peut voir lorsqu'on a une asymétrie tensionnelle et qui nécessite un adressage très rapide vers le trauma center de niveau 1 pour une prise en charge soit non opérative mais une surveillance armée rapprochée ou une prise en charge endovasculaire et rarement chirurgicale.
Un autre piège qu'il faut savoir rechercher, c'est le traumatisme du diaphragme, qui n'est pas si rare que ça. On a dit à peu près 5% des patients, avec le risque de rupture et de hernie de matériel péritonéal qui va faire irruption dans la cavité thoracique. Et on peut le voir déjà à la radio de thorax avec une augmentation, une modification de la hauteur des coupoles ou bien des images hydroaériques qui font irruption dans le thorax. Cela se complique en plus à distance par des paralysies diaphragmatiques qui peuvent rendre plus difficile le sevrage ventilatoire des patients. Enfin, les traumatismes cardiaques fermés doivent être recherchés, en particulier la contusion myocardique ou les arythmies qui sont souvent non spécifiques, mais qui nécessitent à la fois la réalisation d'un électrocardiogramme à l'arrivée du traumatisé, la réalisation de cycles de troponinémie afin de voir la hauteur du dommage myocardique, et également la réalisation d'une échographie transthoracique. Et lorsqu'elle n'est pas possible en raison d'une déformation thoracique importante ou d'emphysème sous-cutané, la réalisation d'une ETO à la recherche, en particulier, par exemple, de lésions valvulaires ou de segments myocardiques qui seraient moins actifs que les autres. Quels sont ensuite les gestes urgents à ne pas louper ? Alors, il y a assez peu de gestes urgents à ne pas louper, mais il faut absolument les connaître. Dans notre formation d'anesthésiste réanimateur, c'est en premier lieu l'exsufflation du pneumothorax compressif suffocant qui nécessite le drainage, la mise en place d'une aiguille de façon urgente au 4e ou 5e espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure ou moyenne, de manière à pouvoir libérer la pression dans la cavité thoracique. Toujours sur le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le paquet vasculo-nerveux. De la même manière, la thoracostomie en urgence fait partie des suggestions des experts lors de la RFE SFAR sur le SFMU sur le traumatisme thoracique de 2014. Il est préconisé la réalisation d'une thoracostomie par voie axillaire en cas d'arrêt cardiaque et ou d'échec de l'exsufflation. Un autre geste urgent, mais qui est plutôt du ressort du chirurgien, c'est la thoracotomie d'hémostase. Et au cours même de cette recommandation, à laquelle j'avais participé en 2014, nous proposions qu'une thoracotomie d'hémostase soit réalisée en cas d'instabilité hémodynamique ou de saignement intrathoracique actif dans un drain, en l'absence bien sûr d'autres causes de saignement, ou en cas de stabilité hémodynamique, mais si le débit du drain ne diminuait pas et qu'il était supérieur par exemple à 1,5 litre d'emblée avec une poursuite d'un débit de plus de 200 ml/heure dès la première heure, ou un volume d'hémothorax inférieur à 1,5 litre, mais avec un débit de drainage qui reste largement positif, au moins à 200 ml/heure pendant 3 heures. Et après ces premiers gestes qui peuvent arriver très précocement, quels sont les points cruciaux de la prise en charge analgésique ? Alors, l'analgésie du traumatisme thoracique, elle est majeure parce qu'un défaut d'analgésie est source de complications en aigu et à plus long terme. Ce qui est vraiment important à noter pour nous, anesthésistes réanimateurs, mais aussi pour nos équipes, infirmiers, aides-soignants, l'évaluation de la douleur doit se faire certes au repos, mais doit se faire absolument à la toux, à l'inspiration profonde et à la mobilisation. C'est ainsi qu'on peut juger vraiment de la bonne analgésie de nos patients, c'est lorsqu'ils sont capables de faire de la kinésithérapie respiratoire, de se mobiliser et de faire de la réhabilitation précoce après leur traumatisme. C'est majeur. L'analgésie a 2 objectifs principaux. D'une part, limiter le syndrome restrictif en améliorant la capacité vitale des patients, mais également permettre la kinésithérapie et la réhabilitation précoce. Cette analgésie, en urgence, elle doit être multimodale. Elle fait souvent appel à l'usage de morphiniques, mais on peut essayer de limiter l'utilisation des morphiniques dans un second temps en utilisant chez les patients qui n'ont pas de contre-indication les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi par exemple la kétamine ou la gabapentine. Pour l'épargne morphinique, les techniques d'anesthésie loco-régionale ont une place prépondérante, telles que la péridurale thoracique, qui a largement démontré une diminution de la douleur, de la durée de la ventilation mécanique des patients, mais aussi des complications infectieuses et des coûts en lien avec l'hospitalisation. Mais elle doit être réalisée par des équipes entraînées d'anesthésistes réanimateurs avec une hémostase suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas à la phase précoce de la prise en charge de ces traumatisés, chez des patients qu'on peut néanmoins mobiliser avec un rachis indemne. D'autres techniques peuvent être employées. C'est le cas du bloc paravertébral avec mise en place d'un cathéter paravertébral, en particulier lorsque les lésions costales sont unilatérales. Et il doit être mis en place d'ailleurs de façon éco-guidée.
On peut citer également le bloc des érecteurs du rachis, qui peut être un bloc intéressant en particulier pour les lésions postérieures, ou le bloc de la paroi latérothoracique, serratus, qui est finalement un bloc de diffusion des rameaux latéraux des nerfs intercostaux au sein du fascia du muscle serratus. Mais il est insuffisant pour les douleurs postérieures ou les douleurs pleurales. L'analgésie du volet costal passe aussi par la fixation de ces volets qui va permettre, et ça a été démontré, d'une part une réduction de la mortalité chez les patients qui ont présenté des volets costaux et qui ont été ostéosynthésés, et peu importe le délai auquel on les a ostéosynthésés, mais plus la fixation est précoce, plus on va diminuer la durée de ventilation mécanique. Et dans la RFE SFAR SFMU2 2014 sur le traumatisé thoracique, on recommandait une fixation chirurgicale chez les patients présentant un volet et qui était ventilé mécaniquement si le sevrage ventilatoire n'était pas réalisable dans les 36 premières heures après admission. Merci Fanny pour toutes ces explications. N'hésitez pas à regarder le replay de la SFAR 2023 du Dr Boon sur le traumatisme fermé thoracique. Vous retrouverez également sur notre site les références des articles et des recommandations cités dans ce podcast. À bientôt.